Aloha belle mama, et bienvenue dans mon univers Mamelle, qui est à la fois un podcast, une newsletter et une boutique artisanale dans laquelle je crée mes propres bougies autour de la maternité et de la féminité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace qui respire l'universalité des cultures, des traditions, des rituels autour de la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Chaque intervenante, quel que soit le sujet de l'épisode, viendra faire un pont entre les traditions, les savoirs, les mémoires, les rituels ancestraux et les pratiques actuelles et récits dominants contemporains sur la maternité, la parentalité ou encore la féminité entendue au féminin sacré. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour cheminer ensemble à travers les récits et les savoirs transmis par des femmes et des mères venues des quatre coins du monde qui sèmeront des graines d'une meilleure connaissance de notre nature profonde. Avant chaque épisode, je t'invite à prendre un temps pour te poser, puis te déposer, afin de voguer légère dans ce lieu de partage doux et profond à la fois, où la parole est libre et où l'ambiance est parfois intime, parfois sacrée. Tu peux même prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel tu es ou la nature qui t'entoure. Cette nature qui a ce langage discret et puissant, surtout fait de cycles, de passages et de mouvements, comme nous finalement. J'aime résumer nos rendez-vous sous une note artistique, alors je poursuis cette invitation au voyage en te demandant désormais d'imaginer une toile blanche face à laquelle tu es assise. Accueillant ton énergie du moment, le passage actuel de ta vie et le cycle de ta présente saison antérieure, prends ce pinceau imaginaire dans ta main de cœur et dans un élan vital, produis ce geste du peintre, celui du mouvement qui sort de toi afin de créer quelque chose là où il n'existait rien auparavant. Ce geste incarne l'essence de Mamelle, un geste qui donne du sens à la vie, qui apporte de la beauté et favorise le partage. Cette expression, qui s'apparente à une pratique spirituelle de connexion avec soi-même et de connexion aux autres, est une source infinie d'étonnement et d'émerveillement. C'est cette source que nous allons côtoyer ensemble ici au fil des épisodes. J'éprouve cet élan et ce plaisir, je l'avoue, de te proposer de te renouveler sans cesse par un apprentissage dynamique et permanent à travers ce tableau blanc comme point de départ de chaque moment passé ensemble ici. Ce, afin de vivre une aventure différente à chaque fois avec un voyage dont la destination ne t'est pas connue. Ainsi, une trace est laissée sur cette toile, telle une empreinte, tout en laissant le loisir à cette œuvre de bouger avec la lumière du temps et de changer de ton à chaque regard porté dessus. Voilà, belle mama, l'essence de Mamelle. J'arrête là ma petite allégorie de Mamelle et je te laisse découvrir la nouvelle invitée du jour en te souhaitant un beau voyage au cœur de ta matrice. Bonjour Célia. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir à nouveau à mon micro, Célia. C'est vrai qu'on avait enregistré il y a quelques temps, je crois que c'est il y a 2-3 ans, au tout début du lancement de mon podcast. Et c'est vrai que tu as cheminé, j'ai envie de dire autant que moi-même j'ai cheminé aussi de mon côté sur l'évolution et sur l'essence de mon podcast. Entre-temps, tu as eu aussi l'occasion de donner naissance, encore une fois, à un autre de tes enfants. Et c'est vraiment un vrai honneur aujourd'hui, comme pour la dernière fois, de t'avoir à mon micro parce que ton travail sur et autour
du matrimoine de la naissance qui va être l'objet essentiel de notre échange aujourd'hui, pour moi est vraiment très précieux. Tu as une parole qui est rare et ton savoir aussi l'est. Donc vraiment, je suis très très contente de t'avoir aujourd'hui pour que tu puisses déposer et en tout cas aussi semer des graines sur tout ce que tu proposes aujourd'hui, même si tu le fais déjà à travers les réseaux sociaux. Alors peut-être sans plus tarder, Célia, je vais te laisser te présenter en quelques mots, peut-être côté perso un petit peu et côté pro aussi pour qu'on fasse plus ample connaissance avec toi. Super. Bah, déjà, merci beaucoup de me laisser parler à ton micro. Mais alors, donc, je vais me présenter. Je suis Célia Sinègre, je suis doula postpartum. Je suis également formatrice et depuis quelques années, je fais de la recherche indépendante sur les savoirs reproductifs et les soins en Europe et en Occident. On peut dire que mon travail se situe à la croisée de l'accompagnement très concret des mères en postpartum, du coup d'un travail de recherche historique et anthropologique sur les traditions de la naissance en Europe. Et puis je suis aussi maman de 3 enfants. Mmh. Voilà, après mon parcours professionnel, il Mmh. s'est profondément tissé autour de cette expérience de la maternité. Mmh. C'est parce que je suis devenue mère que j'ai eu envie d'aller, explorer tout ça. Mmh. Et aussi parce que, j'ai pu expérimenter la réalité du postpartum dans ce qu'il y avait de plus positif, mais aussi, de plus difficile, voilà, même si j'ai eu des postpartum plutôt chouettes, on Ouais. peut pas ne pas passer à côté de choses, plus compliquées, quoi. Et Mmh. du coup, j'ai eu envie, d'aller explorer, qu'est-ce qui se passait d'un point de vue collectif, pourquoi est-ce on était dans cette situation-là aussi, parce que j'avais l'impression en écoutant les autres mères, qu'on était toutes, un peu dans la même situation, quoi, notamment un certain isolement. Mmh. Alors justement, tu dis que ça a été nourri par ton propre parcours, en naissant, toi-même maman. Mais alors pourquoi particulièrement et comment en tout cas tu as pu réussir, d'entrée de jeu, je vais te poser la question, à trouver des informations sur, ce postpartum, ce vécu, quand on devient mère, en Europe précisément et en Occident? Parce qu'on sait qu'en tout cas, il y a peu de ressources. Comment toi, tu as réussi à trouver, des informations? Comment au quotidien, en tout cas, tu nourris ton savoir pour avoir justement des informations et des ressources sur ce postpartum lié à l'Europe en général. Oui, alors je vais essayer d'expliquer peut-être un petit peu mon cheminement. Ouais, Mais alors déjà, en fait, c'est aussi en devenant doula, ouais. que j'ai vraiment été interpellée par toutes ces traditions ancestrales autour de la naissance. Mmh. Pas que celles qui venaient d'Europe, mais celles qui Ouais. venaient un peu partout. Moi, j'avais l'impression de mon côté qu'en Occident, en Europe, il nous manquait un petit peu quelque chose parce que le suivi médical, voilà, que j'avais suivi de façon très très classique, durant ma grossesse et mon postpartum, c'était très sec. Mmh. Voilà, j'avais l'impression qu'on répondait pas à mes questions de jeunes parents, de jeunes mères. Voilà, vraiment, il me manquait quelque chose et Mmh. c'est aussi pour ça que je me suis formée comme doula pour apporter ce quelque chose, Ouais. ce lien humain, en fait. Et j'ai eu besoin, d'outils concrets pour, accompagner cette période du postpartum et du coup, j'ai découvert un petit peu tout ce qui était tradition ancestrale, mais d'autres pays. Mmh. Voilà, le son au rebozo, Mmh. le mois d'or inspiré des traditions chinoises et j'avais aussi moi, je me suis demandé, du coup, pourquoi est-ce que tout ça venait d'ailleurs? Mmh. Et du coup, j'ai commencé mes recherches. Et en Mmh. fait, c'est pas tant qu'il y a pas d'informations parce qu'en réalité, il y en a, Ouais. heu, même si, elles sont pas, dites de façon aussi claire. Enfin, je veux dire, nulle part, on va, taper, «tradition ancestrale de la naissance en Europe» et Ouais. ça va sortir directement comme ça. Mais en fait, c'est des universitaires qui travaillent sur ces C'est sujets-là, ça. enfin Mmh. surtout, l'histoire de la naissance, l'anthropologie. Mmh. Donc après, c'est sûr que il faut, déjà lire en fait, tout Mmh. ce contenu universitaire et c'est vrai que c'est pas forcément, quelque chose dont on a le réflexe quand, on n'est pas soi-même, chercheur ou chercheuse tout Mmh. simplement. Et pas du tout que je l'étais en fait, mais bon, j'ai fait des études universitaires donc Ouais. on m'a appris à faire ça quoi. Mmh. Même si je suis pas allée en thèse, ni quoi que ce soit. Ouais. Voilà et du coup, c'est comme ça que j'ai Mmh. commencé à enquêter
sur ce que j'ai appelé le matrimoine de la naissance, Mmh. et que, bah, j'ai découvert, le savoir des matrones, les pratiques domestiques, tout ce qui concernait, les soins postpartum, mais aussi la médecine humoraliste qui est en fait, Mmh. bah, la médecine traditionnelle européenne, l'histoire de la naissance, l'ethnologie, les mythes et les légendes. Voilà, donc en fait, c'est dans tout cet univers que j'évolue et je croise un petit peu toutes ces sources pour, bah, pour retrouver en fait, nos traditions à nous. Alors justement, tu parles de matrimoine de la naissance, c'est peut-être le moment, de pouvoir en tout cas le définir. Qu'est-ce que tu entends déjà? Tu viens de dire que c'est toi qui l'avais défini. Qu'est-ce que tu, englobes dedans et quel accompagnement aussi tu proposes à travers ça? Et qu'est-ce qui était aussi peut-être proposé, avant et qu'est-ce qu'on peut conserver aujourd'hui aussi dans ce matrimoine de la naissance? Bah, donc le matrimoine de la naissance, c'est tout ce qui est les savoirs, les gestes, Mmh. les organisations et tout ce qui était transmis aussi, du coup, par les femmes autour de la grossesse, l'accouchement et puis le postpartum. Donc on peut dire que c'est un système qui est cohérent, efficace et surtout qui sert fondamentalement la survie des mères et des bébés. C'est pas quelque chose qui est un lifestyle ou un truc sympa, c'est aussi simplement que ça répond aux besoins de notre espèce qui est que, bah, notre particularité à nous, grands singes humains, c'est Mmh. d'avoir, bah, des bébés qui naissent très immatures, très fragiles et en même temps assez gros. Enfin, je veux dire, par Mmh. exemple, nous les êtres humains, une femme, elle peut peser, 50, 60, 70 kilogrammes. On va faire des bébés de 3, parfois même 4,5 kg, Ouais, alors qu'en comparaison des autres primates, une maman orang-outan, par exemple, elle fait, 70-75 kilogrammes et son bébé, il fait 1,5 kg, quoi. c'est vrai. Ouais. Donc c'est lié en fait tout simplement à notre énorme cerveau, Mmh. et du coup qu'on a fondamentalement une certaine fragilité. Nos bébés sont très fragiles, mais nous aussi on est fragiles en postpartum et du coup il a fallu inventer des systèmes pour répondre à cette fragilité-là. Donc moi j'ai décidé de poser le mot de maison matrice pour parler de ce système de soutien, de protection autour de la mère et du bébé. Donc je n'invente rien, hein, je ne fais qu'observer un système et le Ouais. nommer, mais en lui donnant un nom, l'idée c'est de montrer à quel point il est Mmh. fondamental, en fait, pour la survie humaine. Donc voilà, donc je le nomme aussi maison matrice parce qu'en fait, Oui. bah, c'est dans la maison que se situent, en fait, toutes ces actions qui sont liées, tout ce système, toute cette architecture du care, en fait. Heu Mmh. et donc c'est la maison comme espace vital, protecteur et aussi sanctuarisé. Mmh. Et aussi ça part, tout simplement que parce que j'ai observé que dans les traditions de la naissance en Europe, au moment où la femme, va donner naissance et qu'elle convie donc ses commères, Mmh. les donc qui sont les autres mères de la communauté qui vont l'accompagner dans ce passage, et ben, la maison est close comme une matrice, comme un petit nid. On ferme la porte, on tire les rideaux, on allume un grand feu. Voilà, on fait un espace chaud, obscur, pour ce moment de la naissance et du postpartum et en fait, on rentre en faisant ça, on rentre dans un espace protégé, sanctuarisé qui va durer pendant tout le moment de l'accouchement et pendant les 40 jours qui vont suivre la naissance. Mmh. Donc voilà, donc c'est vraiment un espace qui est séparé du dehors, dédié à ce moment de vulnérabilité, qui est un espace de transition physique, mais aussi psychique. Mmh. Et de façon générale, on observe que cette maison matrice, ce clos protecteur, il va se produire pas juste au moment de la naissance et du postpartum, mais parce que cette maison, c'est aussi fondamentalement le nid. Donc c'est l'endroit où on y dort, c'est l'endroit où on y fait l'amour, c'est l'endroit où on y accouche, c'est l'endroit aussi où on est malade et c'est l'endroit où on y meurt traditionnellement. Plus Mmh. aujourd'hui, parce Ouais. que, ben, la naissance, la mort aujourd'hui, elles se font Mmh. ailleurs. Mais fondamentalement, l'être humain, quand il s'est créé la maison, Mmh. c'était pas, des 150 carrés haussmanniens, c'était des toutes petites maisons. Quand on observe les toutes premières maisons néolithiques, c'est une tente quechua, quoi, mais Ouais. en pierre, en fait. Ouais. Donc quand on rentre dans la maison, c'est pour le dédier à certaines activités bien spécifiques, Mmh. sinon le reste de la vie se faisait, bah, dehors, en Mmh. fait. Donc voilà, donc c'est toutes ces expériences qui demandent du retrait, de la pénombre, du silence, de la chaleur, voilà, pour ne pas être exposé au regard social, pour pouvoir se déposer et c'est, cette maison, donc pour y vivre ces expériences de conscience modifiée, ce sont les femmes Mmh. qui vont être les gardiennes de cette maison et aussi de tous les passages.
en fait, auquel, donne à vivre ces expériences. Parce que ce sont des oui, des moments où voilà, de passage de vie, quoi, quand Tout on à naît, fait. quand on meurt, quand, Mmh. et du coup, c'est les femmes qui vont être les gardiennes, du care, du prendre soin de Mmh. ces espaces-là. Donc voilà un petit peu comment m'est venue cette idée de maison matrice et ce que j'ai voulu mettre dedans, voilà, en lien avec cet espace domestique. Alors peut-être Célia, justement, tu parles de cette nécessité d'être entourée de femmes. Aujourd'hui, tu le sais pertinemment, on est vraiment très isolés. Tu parlais de commères aussi tout à l'heure. Mmh. Comment tu souhaites répondre justement à cela aujourd'hui? Est-ce que ta figure, ta posture de doula peut répondre justement à ce manque de soutien avec cet isolement qui est quand même acté dans la majorité des cas? La doula, c'est une tentative de répondre à cette absence de maison matrice ou en tout cas, Mm. aujourd'hui, on est arrivé à un point de l'histoire où il y a eu un démantèlement de cette maison matrice, elle a disparu. Et en fait, du coup, bah, voilà, la doula, c'est une tentative de réponse, mais elle est forcément partielle parce qu'une doula, c'est une seule personne Mais oui, c'est et ça, comme on l'a vu, la maison matrice, c'est une organisation collective, exactement. c'est pas Mm. porté par une seule personne. Voilà. Donc ça veut dire que même une doula et un coparent, ça suffit pas, en fait, Mm. parce que c'était, 3-4 personnes qui venaient et C'est ça. puis il y avait aussi toute cette organisation entre les commères et puis les matriarches. Ça veut dire il y avait aussi une répartition en fonction des âges et il y avait aussi des temporalités dans ce postpartum, dans ces relevailles, dans ces 40 jours sanctuarisés qui suivaient la naissance, où en fait c'était d'abord les matriarches, donc par exemple la mère de l'accouchée, en tout cas des femmes qui, par leur expérience passée de la maternité, et puis une maternité qui était loin derrière elles, des femmes Mm. qui étaient ménopausées, qui étaient grand-mères, et qui du coup allaient pouvoir vraiment transmettre une expérience multiple, des femmes qui avaient eu de multiples accouchements, de Mm. multiples enfants. Et c'était elles qui étaient vraiment au chevet durant les premiers jours, les tout premiers jours. Parce qu'il y avait aussi on le voit en tout cas dans les croyances européennes, toute une histoire de fluides très puissants que sont le sang et le lait, avec l'idée que quand une femme saigne, que ce soit en postpartum ou durant ses menstruations, elle est particulièrement vulnérable aux invisibles et que Mm. du coup, elle doit être particulièrement protégée et Ouais. que une femme lactante, donc qui a un lait mature, pourrait être impactée par cette vulnérabilité du sang Mm. et la mère pourrait également être impactée par la puissance du lait. On peut se dire que c'est Mm. vraiment des croyances un peu étranges. En Mm. tout cas, aujourd'hui, elles nous paraissent très lointaines, Ouais. mais en réalité, c'est simplement aussi pour protéger les tout premiers jours qui suivent la naissance, où en fait la mère, elle a vraiment besoin d'un grand repos et donc elle est chez elle, dans la tranquillité, dans son lit, presque dans l'obscurité, avec peu de lumière pour Mm. vraiment se reposer le maximum. Et c'est après, une fois la montée de lait arrivée, que les femmes les plus jeunes pourront venir, déjà parce qu'elles sont toutes plus ou moins allaitantes. Ouais. Quand on allaite 2, 3, 4 ans de sa vie, Ouais. voilà, ça dure longtemps, c'est pas comme aujourd'hui. Mm. Voilà, elles peuvent venir et apporter leur soutien de mère, M-A-I-R-E-S, comme on Mm. dirait de père, mais au féminin. Et aussi ne pas être dans quelque chose quand on vient d'accoucher, on est dans une extrême fragilité et peut-être qu'être confronté, en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends, à des femmes qui ont plein de lait, voilà, genre, en tout Mm. cas, moi quand je venais juste d'accoucher, je me souviens, j'ai ma belle-sœur qui est venue et elle était en train de sevrer son grand bébé de 18 mois et je la voyais avec tout son lait qui coulait comme ça et ça m'inquiétait vachement. Je me disais: «Pourquoi moi? J'ai pas autant de lait?» enfin genre, mais en fait, Ouais. j'étais juste au tout début de ma Ouais. lactation, donc en fait, tout Mm. était normal et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir une femme une grand-mère qui est déjà passée par toutes ces étapes, bah, c'est finalement peut-être beaucoup plus rassurant et ensuite on peut se confronter finalement, à des femmes un peu plus jeunes qui Mm. vont aussi apporter une autre énergie. Oui. Hem, voilà, en tout cas, c'est comme ça que je comprends tout ça et aussi parce que quand on commence à ouvrir un petit peu le nid parce que, les matriarches, elles sont garantes en fait aussi de toute cette temporalité. Donc au départ, on est comme dans quelque chose vraiment une toute petite bulle. Après on ouvre Mm. aux autres femmes et puis ensuite on va pouvoir ouvrir, à toute la communauté qui va venir, au chevet de la jeune mère pour lui apporter des cadeaux, pour faire la fête, pour lui apporter du soutien. Mais c'est vraiment quelque chose
qui est organisé, en fait, dans la Mmh. temporalité et qui est associé à toute une cosmologie, à tout plein de croyances pour pouvoir, en fait, garantir, cette bulle protectrice et puis protéger, du coup, la diade mère-enfant. Mmh. Dans cette bulle de protection, je sais qu'en tout cas, ça fait partie de tes accompagnements. Ces femmes sont au soutien, de la mère qui vient de donner naissance, vont lui procurer des soins, à part une alimentation, par, des resserrages, par des modelages. Comment, en tout cas, toi aussi, tu perpétues, ces accompagnements aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous dire, en tout cas, les les grands axes à privilégier effectivement, encore aujourd'hui, avec les besoins qu'on a aussi, à notre disposition? Oui, je dirais que les grands besoins physiologiques de la prénaissance, ils ont peu varié à travers, Ouais, l'histoire de l'humanité, hein. On c'est est ça. toujours sur rapporter, de la chaleur, Mmh. apporter du soutien, soutenir l'allaitement, permettre, la récupération physique, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'eux nommaient, restaurer les forces, en fait. Voilà. Effectivement, ça va passer par une alimentation bien spécifique, nutritive, particulièrement digeste, qui va pas du tout demander d'affaiblir l'organisme parce qu'en postpartum, on est sur une digestion qui est affaiblie, hem qui passe principalement au départ par des bouillons avec des viandes bien spécifiques parce que, dans la vision traditionnelle, chaque aliment a des qualités plus ou Mmh. moins chaudes, plus ou moins sèches, plus ou moins humides et donc, dans la vision hippocratique, donc qui est, la médecine traditionnelle européenne, on est donc sur une alimentation qui doit être, légèrement humide pour justement permettre cette montée de lait, permettre l'évacuation des différents fluides du corps, dont notamment les Mmh. et puis, digeste et puis, réchauffante. Mais pas non plus trop chaude pour pas que ça soit sec et puis surtout pas froide pour pas créer de stagnation, de choses comme ça. Donc voilà, donc par exemple, le bouillon de poule c'est un Ouais. aliment absolument parfait parce que ça a toutes ses qualités, chaude, humide, voilà. Pareil pour le lait de poule avec les œufs et puis même si, on compare avec, aujourd'hui la biomédecine, hein, notre médecine moderne, fondée sur les preuves, tout ça, on arrive au même point, hein. Il faut les mêmes choses en fait. Enfin je veux dire, il y a pas Totalement. de on n'a rien découvert, Mmh. quoi. Totalement. Sur cette alimentation bien spécifique, il va y avoir aussi des bandages du ventre et du bassin pour, amener de la contention, pour aider justement, les muscles à, se refermer, les muscles abdominaux, donner, cette sensation, voilà, on peut avoir une sensation un peu de vide parce que tous les organes ont été déplacés après tout ce grand déménagement qui est, l'accouchement. Ouais. Donc on va venir resserrer tout ça, on va amener de la chaleur, on va amener du repos. C'est pas forcément des choses qui sont extrêmement complexes, en Du réalité, tout. c'est plutôt des choses, assez simples, Mmh. qui sont universelles, Mmh. mais qui se traduisent, dans la coloration de chaque culture, en fait et donc comme toutes les autres cultures du monde, nous avions, nous aussi, nos traditions de la naissance. Oui, et puis en lien effectivement avec le terroir, avec notre propre terroir, effectivement, je pense que ça Mmh. c'est Avec, important effectivement. avec nos plantes, avec nos Ouais. croyances aussi, tout ça, ça s'inscrit, dans, tout notre héritage à la fois païen, mais aussi chrétien. Voilà, avec tout cet apport de cette, médecine traditionnelle qui est extrêmement riche. Aujourd'hui, on a un petit peu balayé d'un revers de main toute cette histoire, mais Mmh. l'histoire de la médecine traditionnelle, européenne, en fait, c'est presque 2000 ans d'histoire, Mmh. hem, donc voilà, on nous en parle plus, puis aujourd'hui, on nous présente cette médecine aussi, je regardais un petit documentaire justement en faisant mes recherches où il y avait un médecin, moderne donc enfin voilà, un médecin Ouais, d'aujourd'hui qui disait: «Oui, alors il faisait des saignées, puis c'était n'importe quoi» et puis voilà. Bon, c'était à peu ouais. près tout ce qu'il avait à dire sur, Mmh. 2000 ans d'histoire. Bon, c'est forcément, faux ou en tout cas très, très, très partiel. Enfin, je veux dire, Ouais. évidemment, oui, il y avait ces histoires de saignées, c'est un peu tous ce qu'on a retenu, Oui, mais c'est ça. Mmh. en fait, ça, c'est juste, une infime, pourcentage de tout ce qui se passait Mmh. dans cette vision traditionnelle, de la médecine et il y a effectivement eu des saignées, non appropriées, mais y compris parmi les savants antiques, il n'y avait pas, il y avait débat, sur ces questions-là et tout le Ouais, monde ne l'a pas pratiqué de façon bien aussi, sûr. bête qu'on veut bien nous le présenter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors justement, tu dis que c'est en tout cas quelque chose qui est universel. On le sait, tu l'as aussi mentionné, on entend beaucoup parler de Mois d'or, de Rebozo en ce moment. Et je le dis aussi, ça circule énormément sur les réseaux sociaux sans avoir, en tout cas, de profondeur ou,
dans celles qui le partagent aussi. Toutes n'ont pas eu, en tout cas, les connaissances, le savoir et la recherche appropriée aussi sur ces mots qu'on peut employer des fois sans savoir ce qui se cache vraiment derrière. Voilà, je le dis parce que je pense que c'est important. Et dans mon quotidien aussi, je le vois beaucoup d'instituts qui placardent ces mots en guise de soins, sans savoir même ce qu'est qu'un rebozo à proprement parler, même du pays dans lequel, en tout cas, il est créé, il est tissé, dans quel contexte. Cette question m'amène en tout cas à tes publications qui sont pour moi très très importantes que tu fais en tout cas et que tu nourris sur la toile, dans lesquelles tu parles de cette exotisation des pratiques ancestrales que nous, en tout cas les Occidentaux, on aime voir, on aime pratiquer, et cette folklorisation aussi du passé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, en tout cas aujourd'hui, sur toi, ton point de vue par rapport à ça, et pourquoi aussi tu as ce besoin, et pour moi qui est précieux, de remettre aussi un petit peu les pendules à l'heure sur la toile. Oui, alors j'observe un peu différentes choses, enfin pas que moi d'ailleurs, hein, Oui, on est plusieurs. pas mal de gens à dire ça. Mais en tout cas, moi, mon point de vue par rapport au Ouais, matrimoine européen, donc déjà, ce que j'observe, c'est que toutes ces traditions, venues d'ailleurs, mais ça pourrait arriver aussi avec les nôtres, hein, c'est pas, totalement. c'est cette idée de folklorisation, de dépolitisation, en fait, on en fait un objet lisse, joli, Mmh. instagrammable, édulcoré, un petit lifestyle, une jolie petite tasse de lait d'or, voilà. L'idée que finalement le postpartum, ce serait un moment, joli, luxueux, de repos, et en fait, on enlève toute sa rudesse, mais aussi, tout ce que ça vient interroger, sur nos sociétés. Enfin, je veux dire, le postpartum, ça a jamais été un moment facile, même avec une maison matrice, la plus complète. C'est forcément un effort social, c'est forcément un moment où on n'est pas productif. Déjà, la femme qui vient d'accoucher, elle ne peut pas être productive à ce moment-là. Je veux dire, même à l'époque préhistorique, elle allait pas aller chasser le mammouth, ni cueillir des graines. Donc de toute façon, Sûr. ça va être ça va être quelque chose un effort que les autres vont devoir faire, mais pour permettre, en fait, la survie de la mère et du bébé. Donc c'est pas pour rien qu'on le fait, en fait. Mmh. Et puis, les personnes qui s'occupent d'elles, ça va forcément leur demander temps et énergie. C'est pas ça ne se donne pas, jamais, en fait. Mmh. Donc seulement aujourd'hui, finalement, on a un petit peu poussé le concept jusqu'à où est-ce qu'on peut aller sans faire mourir les gens, en fait, et sans faire Mmh. mourir les bébés. Genre, voilà, on se situe là sur cette petite ligne où on se dit: «OK, Mmh. on va donner le moins possible de soins, Mmh. heu et jusqu'où c'est possible que les gens meurent pas, en fait». Bon, pas de Mmh. bol, ça marche moyen parce Mmh. qu'aujourd'hui, il se trouve que des premières causes de mortalité des jeunes mères, c'est quand même le suicide. Donc bon, c'est Exactement. quand même que socialement, collectivement, il s'agit de réagir là, Ouais. et pas juste, avec un soin au rebozo, une petite tasse de lait d'or. Enfin, je veux dire, il y a aucun souci, j'ai rien contre ces pratiques, elles peuvent Mmh. être agréables, enfin, je veux dire, Bien sûr. évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que le postpartum, c'est pas du bien-être, en fait, Mmh. hein, et on nous le présente un peu comme ça parce qu'on C'est nous vrai. le vend comme ça, mais les soins postpartum, ce n'est pas du bien-être. C'est du care, c'est du soin, c'est fondamental. C'est pas quelque chose ni de luxueux, ni de superficiel, c'est quelque chose d'absolument essentiel et nécessaire. Donc c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une société qui est tournée vers le care, alors que, les sociétés traditionnelles, elles sont fondées sur ces pratiques de soins, parce que sans ça, en fait, les sociétés ne peuvent pas exister. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que ce postpartum, il demande, du temps, de la disponibilité, une répartition des rôles, une reconnaissance aussi explicite Mmh. de la vulnérabilité maternelle et de la vulnérabilité de façon générale. De dire là, à ce moment-là de notre vie, on a le droit de pas être productif, on a le droit de se reposer, on a le droit de se sentir mal et on a le droit d'être accueilli dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, et de le nommer et que tout le monde le reconnaisse. En fait, c'est ça le postpartum traditionnel, c'est la société tout entière qui vient au chevet des jeunes mères ou au chevet des malades ou au chevet des mourants, pour les accompagner dans ce moment-là. Donc c'est Mmh. profondément un besoin, en fait, une nécessité. C'est pas, Mmh. ni du luxe, ni de la superficialité. Et on observe de toute façon de tous les points de vue, en tout cas aussi la nécessité d'être entouré du collectif, quelles que soient aussi les cultures effectivement. Mais ça m'amène aussi à une question, Célia, celle du coparent. Alors là, je prends la figure, j'ai envie de dire, du coparent masculin, parce que c'est pour parler un peu de masculin, puisqu'on parle de femmes depuis tout à l'heure.
Qu'est-ce que, toi, tu as pu en tout cas voir, et qu'est-ce que tu continues de partager en tout cas aujourd'hui sur cette place du coparent et du père précisément, dans ce soutien aussi, auprès, de la mère, qui est dans cette phase de vulnérabilité et qui vient d'accoucher? Mais en fait, que ce soit le père ou peu importe que ce deuxième parent soit une femme, enfin, je veux Ouais, dire, c'est en ça. réalité, ça n'a pas vraiment d'importance. Enfin, Mmh. par contre, c'est juste que cette autre personne, cet autre parent, bah, lui aussi, en fait, il accueille son enfant pour la première fois. Lui, enfin, je veux dire, lui aussi doit être soutenu, et que du coup, on peut pas lui demander, en fait, à lui tout seul, on peut pas demander à cette personne d'être une maison matrice. C'est ça, Cette personne n'a pas les réponses, elle ne voilà, sait pas, heu, cette personne n'est pas spécialiste de l'allaitement, voilà. Mmh. donc si c'est pas d'autres enfin, s'il y a pas un collectif qui vient prendre en charge, qui va le faire? Aujourd'hui, on fait reposer ça sur un couple, Ouais, mais 2 personnes, c'est pas suffisant. Déjà, c'est à peine suffisant pour s'occuper d'un nouveau-né, tellement c'est difficile. c'est ça. Je veux dire, j'ai des souvenirs de mes propres postpartum où on est avec mon conjoint, pas lavé, Ouais, à peine habillé, en vieux pyjama c'est taché, ça. en train de se passer le bébé qui pleure et qu'on sait Ouais, pas trop pourquoi ce bébé pleure. ouais. Enfin voilà, hem, je pense par exemple, je veux dire, heureusement que ma mère là, elle est arrivée dans sa petite voiture pour mon dernier postpartum qui est assez récent, Ouais, remplie de nourriture, voilà, les bras chargés ouais, elle m'a monté des tonnes de bocaux, de riz au lait, de ratatouille, ouais, de sauce tomate, de boulettes, enfin bon voilà, de riz au lait, ouais, et ça nous a sauvés. Enfin, pendant une semaine, on n'a pas eu besoin de cuisiner, on a pu se ouais. concentrer sur notre petit bébé. Moi, j'étais dans mon allaitement, c'était super dur, je dormais à Mmh. peine quelques heures par nuit Ouais, et et voilà, beh, c'est ça le postpartum quoi, c'est ouais. hyper rude. Je veux dire, au final, même quand on est accompagné, soutenu, ça reste difficile, mais quand on est que 2, c'est de l'ordre de l'impossible, en fait. Enfin, c'est de la survie, en fait, mais Mmh. on est tellement habitués, on nous dit tellement que c'est ça la norme, qu'en fait, on en oublie qu'en fait non, que c'est pas c'est pas normal ce qu'on vit là, aujourd'hui. Donc voilà, puis en 3 postpartum, bah, j'ai eu, la possibilité d'explorer différents postpartum, des postpartum très soutenus, des postpartum où ma famille était moins disponible, où ça a été beaucoup plus dur aussi. Donc hem, donc voilà, on a vraiment besoin de ça et demander juste à 2 parents de tout gérer, C'est pas c'est pas possible. possible, quoi. Mmh. Comment tu perçois aujourd'hui, c'est peut-être une question plus ouverte, tu viens de le dire, on est vraiment en mode survie, la santé des mères, mentale pardon, des mères va très mal, on sait que la première cause, c'est le suicide. La clé, c'est cette collectivité, cette maison matrice. Comment toi, tu perçois justement, demain, l'évolution par rapport à ça? Est-ce que tu penses vraiment, que vous allez être en tout cas aussi, nombreuses à porter ce message et à le véhiculer? Au-delà des réseaux sociaux, en fait, il faut aller encore plus loin, si je puis dire, et tu vois très bien où est-ce que je veux aller. Si on veut vraiment que les institutions prennent le sujet aussi à bras le corps, il faut vraiment porter cette voix au plus haut. Est-ce que tu penses que vous pourriez le faire et est-ce qu'elle serait entendue ou est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as déjà essayé et que c'est en tout cas fermé, les portes sont fermées? Bah, moi, j'ai l'impression que là, ce que je dis est dit par plein d'autres personnes. Ouais, Enfin, évidemment, tout le monde ne travaille pas forcément sur le matrimoine, mais n'importe quelle personne qui travaille sur la maternité, la mmh, parentalité ou le postpartum le sait et que là, j'ai l'impression que les parents, ils en ont marre. Enfin, qu'en tout cas, les gens mmh, collectivement, là, il y a un peu une prise de conscience que ce qu'on vit n'est pas normal, mmh, mais qu'effectivement, enfin, tant qu'il y a pas aussi une réponse politique par rapport à ça, c'est ça va ça. être compliqué. Mmh, Que bien sûr, il y a tout le mouvement des doulas ou des accompagnantes périnatales et je pense que, bah, ça répond vraiment à un besoin des familles, mais que c'est pas suffisant. mmh, Qu'il doit y avoir à la fois une réponse politique pour mettre en place, des congés parentaux plus longs, des groupes mmh. de parents, soutenir, subventionner, des associations. Par exemple, Ouais, j'ai une association de soutien à la parentalité, mais c'est ouais, extrêmement dur de vivre déjà de ça, d'obtenir des subventions. Elles sont, pas, nombreuses, on donne pas beaucoup de sous. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que c'est pas du tout, en fait, une priorité du mmh, gouvernement de subventionner des associations comme ça et je suis pas du tout la seule à avoir une association de soutien à la parentalité, il y en a vraiment plein et ouais, aujourd'hui, bah, tout repose sur finalement, bah, le bénévolat, en fait, le bon vouloir de citoyens, de citoyennes qui s'engagent pour les autres, et donc ça, évidemment que ça doit changer, donc d'un point de vue politique, économique,
mais ça doit aussi changer, d'un point de vue culturel dans les Mmh. familles. Il faut justement revenir à ce qu'il y avait avant. On a l'impression que ça a disparu depuis très longtemps en Occident, mais non, ça a disparu entre une et 3 générations. Mmh. Évidemment, à mémoire humaine, ça nous paraît très loin, 3 Mmh. générations, je veux dire, qui connaît son arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère? Mmh. Absolument personne. Enfin, je veux dire, on a un temps de vie dans la Ouais. mémoire des gens qui est hyper court. Hem, donc voilà, moi, ma grand-mère, elle a connu cette maison matrice, parce qu'elle est, du sud de l'Europe et que le sud de l'Europe s'est médicalisé un petit peu plus tardivement. Donc voilà, nous, on a l'impression que c'est très loin. En réalité, à l'échelle de l'humanité, c'est un temps extrêmement court. Enfin, je veux dire, c'est 1 seconde à l'échelle de l'humanité. Donc il me semble qu'on peut, changer. Si on a su en 3 générations les perdre, on peut Mmh. le réacquérir à nouveau. Seulement, bah, aujourd'hui, on doit réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Tout n'est pas, intéressant dans, les traditions de la Bien naissance, sûr. d'il y Mmh a 3 mh. générations. Donc néanmoins, je pense que les besoins physiologiques n'ont pas changé, que les outils qui ont été développés, en réalité, il y a, je veux dire, là, je vous parlais de 2000 ans d'histoire de la médecine européenne, mais en réalité, les besoins de base du postpartum, ils sont, pris en compte depuis très, très longtemps, depuis le début de l'humanité. C'est des choses finalement assez simples qui peuvent aussi se refaire dans les familles. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on me dit: «Ah, c'est très compliqué d'être disponible pour le postpartum de son enfant». Ah bon, vraiment? Enfin, je veux dire, Mmh. a priori, une grossesse, c'est pas un scoop, hein, je pense Ouais. que quelqu'un qui se blesse à moto, c'est beaucoup plus Mmh. compliqué, mais une grossesse, on a a priori 9 mois pour, le gérer. Donc Mmh. c'est enfin, je veux dire, à échelle de ce qui est possible dans une famille, peut-être que même des grands-parents qui travaillent encore peuvent décider de poser 3 semaines de congé Ouais. pour aller au chevet Mmh. de leur enfant qui viennent d'avoir un bébé. Mmh. Mais ça veut aussi dire, pour les grands-parents, d'être une présence soutenante et pas un C'est poids ça, pour, les jeunes ce que j'allais couples. te dire, ouais. Mmh. Ça, c'est aussi une conversation que j'ai quotidiennement. Je l'avais encore tout à l'heure Ouais. avec un groupe de parents, Mmh. heu, voilà. Dans mon quartier, j'ai la chance qu'il y ait plein de choses qui se passent pour les jeunes parents, donc je participe Ouais. et on avait encore cette Mmh. conversation-là, d'une jeune mère qui disait, voilà: «Ma maman, elle vient, passer une journée par semaine avec moi. C'est génial dans l'idée, je suis trop contente, mais en fait, dans la pratique, c'est compliqué parce que, Ouais. ma mère critique beaucoup ma façon de faire avec mon bébé qui est très petit, hein, c'est un bébé qui a 3 4 mois. Ouais. Voilà, une maman qui dit que, elle devrait plus les poser son bébé, plus le Mmh. laisser pleurer, qu'elle, elle a fait comme ça avec ses enfants. Donc là où le matrimoine est intéressant, c'est que ça permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que, ces grands-parents d'aujourd'hui disent des Ouais. choses comme ça. Mmh. Voilà, aujourd'hui, on a les neurosciences et sciences de l'éducation, qui sont très claires sur le fait qu'il faut pas laisser pleurer un bébé, par exemple, que Mmh. ça n'a absolument aucun intérêt, que ça ne va pas lui apprendre à être plus autonome et que, l'attachement, et donc la non-autonomie des jeunes enfants est normale, physiologique et c'est ce qui a permis la survie de l'espèce humaine. Qu'a priori, si on pose un bébé dans le coin d'une grotte et qu'on se barre pendant 3 jours, on le revoit pas le bébé, même C'est 2 ça. heures en fait, ça va Mmh. très vite. Aussi. Que, que nos bébés ont des besoins, alimentaires, très soutenus, c'est des petites Mmh. quantités très souvent. Par exemple, je sais pas, on n'est pas des lapins, voilà, une Ouais. maman lapine, par exemple, elle va nourrir ses petits une fois dans la journée et puis après elle peut partir gambader dans les champs toute la journée. Bah, c'est nous, on Mmh. n'est pas ça en termes de Non. mammifères, ça fonctionne Ouais. pas pour nous. Si on fait ça, le bébé va pas Non. survivre longtemps. Ouais. Ouais. Donc nous, nos bébés, c'est des bébés portés, contre Ouais. notre corps qui ont besoin de recevoir de la nourriture très souvent. Dès qu'on les pose, ils pleurent et c'est normal et c'est physiologique et donc on ne peut pas les poser en réalité. Donc qu'est-ce Mmh. qu'on a fait pour faire croire à Ouais, ces grands-parents d'aujourd'hui qu'en fait on pouvait poser des bébés et c'est ça. partir? Mmh. Donc bah, ça on le voit très clairement. Le matrimoine, nous le dit qu'il y a eu toute cette industrialisation, toute Mmh. cette médicalisation où aussi on est rentré dans un régime, capitaliste et Mmh. industriel, où il a fallu, bah, justement abaisser les besoins jusqu'au plus bas. Cette idée de jusqu'où est-ce qu'on peut aller sans faire mourir les bébés? Mmh. Donc moins les nourrir moins souvent et puis, surtout, heu, comment dire? Insister auprès des parents, finalement, pour lutter contre leurs instincts. Parce Ouais, qu'entendre c'est un ça. bébé pleurer, c'est extrêmement stressant pour n'importe quelle personne, même une Mmh. personne qui n'est pas parent. Mais Ouais. encore plus quand on a activé toutes ces hormones auprès d'un enfant, et que, bah, on est dans cette fonction de caregiver, de pourvoyeur de soins, qu'on soit, un père, une mère, enfin peu importe, Mmh. le genre ou le sexe de la personne. Ouais. Hem, on est programmé pour répondre à ce besoin-là, donc ça veut dire qu'il a fallu,
créent une pression culturelle si forte pour que Ouais. les parents en viennent à lutter contre, ces prédispositions en fait, notre câblage, naturel d'être humain, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi ça que nous disent ces grands-parents d'aujourd'hui, c'est qu'eux, ils ont lutté de toutes leurs forces pour ne pas, répondre correctement et qu'en fait, ça a créé un énorme trauma. À cette époque-là, on a dit donc, aux femmes que tout ce dont elles avaient l'habitude dans cette maison matrice, était faux. On a disqualifié leur savoir et leurs connaissances, pour le remplacer par un modèle, médicalisé de sachant et donc en fait, c'est ce que aussi ces femmes ont intégré et finalement, écouter aujourd'hui ce que leur disent leurs enfants devenus à leur tour parents, c'est remettre en question, tout un système sur lequel elles se sont appuyées et c'est aussi reconnaître, de s'être trompées et parfois même d'avoir été les maltraitants et maltraitantes. Mmh. Et bien sûr, c'est pas comment dire? C'est pas une attaque de ma part. Enfin, je veux dire, ses D'accord. parents ont fait, ce Ouais, qu'ils devaient faire enfin, ce qu'on leur disait de faire, en fait, ouais. pour être de bons parents. Donc on leur disait qu'il fallait, allaiter toutes les 3 4 heures, on leur disait de poser les bébés, j'ai même entendu des choses du genre, si, les bébés pleurent, trop, fermez la porte à clé, mettez les Ouais. enfants, je sais pas, à 8 heures dans la chambre, fermez la porte à clé et revenez à 7 heures le lendemain et quoi qu'il se passe pendant la nuit, ne revenez Ouais. pas. Et même des histoires de mettre les bébés à la cave parce qu'il y avait une maman qui disait: «Mais c'est trop dur, les enfants pleurent, de toute façon on dort pas», que le médecin Mmh. disait: «Mettez-les dans la cave», donc Mmh. bon, je dis pas que tout le monde faisait ça, c'est vraiment des pratiques extrêmes, mais en tout cas, c'est ça qu'on a raconté aux gens et pendant plusieurs générations, pendant 2 3 4 générations, donc ça s'est forcément inscrit, intériorisé et Bien là, on sûr. parle de grands-parents qui l'ont vécu enfant, Ouais, reproduit à l'âge adulte. c'est ça. Donc pour eux, c'est inscrit. Mmh. Justement, peut-être qu'on terminera aussi avec ça, Célia, c'est qu'aujourd'hui, donc dans tes accompagnements, tu le dis aussi dans cette association que tu as pu créer, je pense que c'est important aussi de repenser aussi cette vision de transmission à travers les gestes, et c'est ce que tu fais aussi, je pense, à travers des transmissions ou des conférences ou des ateliers. Est-ce que tu pourrais nous dire justement comment et où est-ce que tu te situes aussi pour celles qui sont intéressées et qui souhaiteraient justement avoir ce type d'informations, parce que je pense que c'est important et c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, la parole, la lecture, mais aussi le geste, montrer aussi comment on fait, que ce soit des resserrages justement pour pouvoir le faire en postpartum. Comment toi, en tout cas, tu œuvres à ce niveau-là? Du coup, je propose, différentes, transmissions avec différents formats. J'ai une transmission qui dure 4 jours où on voit de Ouais, façon approfondie, justement, quelle était toute cette, cosmologie européenne, qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Là, j'ai évoqué quelques points, mais en réalité, il y bien aurait sûr. beaucoup, beaucoup de choses à dire, vu qu'on est sur un système extrêmement vaste et une durée extrêmement longue. Et puis effectivement, on voit, de façon très concrète, comment répondre aux besoins du postpartum au travers donc de tous ces soins, que ça soit, voilà, des bandages du ventre et du bassin, une alimentation adaptée, des bains, des vapeurs, enfin vraiment il y avait en fait plein de choses. Donc on le voit et d'un point de vue théorique pour pouvoir vraiment situer les gestes, dire qu'est-ce qui se passait, comment est-ce qu'aujourd'hui ça peut être adapté à notre époque, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, en tout cas vraiment comprendre. Et puis on voit aussi tous ces gestes pour pouvoir du coup les pratiquer ensuite, voilà, si on est doula, si on est accompagnante postpartum, Mm. accompagnante périnatale. Et donc ça, c'est un format long de plusieurs jours. Et puis j'ai aussi des formats plus courts en ligne de 2 heures où on voit vraiment un point très précis de façon plus théorique, mais avec voilà, cette idée de rendre accessible en fonction des budgets et du temps aussi des Ouais. gens sur ces notions-là. Et j'essaye dans la mesure du possible aussi de proposer des prix avec des échelles de prix et puis de proposer des places gratuites pour que voilà, ça soit accessible au plus grand nombre. Voilà, sachant que Mm. je suis qu'une seule personne, pas une institution, mais, Ouais. Ouais. mais c'est l'idée. Alors peut-être pour terminer, la maison matrice aujourd'hui, donc c'est un terme que tu souhaites en tout cas employer et qu'on souhaite de plus en plus aussi à employer, à comprendre bien évidemment l'essence et l'importance de cette maison matrice. Aujourd'hui, ça fait combien de temps à peu près que tu as créé ce compte? Je crois pas que tu l'avais en tout cas lors de notre dernier Non, enregistrement. Oui, non, je l'avais pas encore. Même si évidemment je parlais de tout ça, bien j'avais sûr, oui. pas Ouais, encore ouais. ce mot.
Là, fait un peu un travail de j'ai posé à plat tout ce que j'avais, trouvé en fait en 6 Ouais. années de recherche parce que, les choses bougent, et j'ai essayé de chercher de façon plus conceptuelle pour pouvoir, transmettre ces notions pour que ça soit beaucoup plus clair et bien mieux compris. Parce qu'en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement énorme que si on ne Mmh. nomme pas les choses avec précision, les gens, ne C'est comprennent pas ça. et c'est Mmh. normal. Donc j'ai essayé de faire un travail pédagogique pour pouvoir, mieux transmettre, ce qui me semblait être les messages importants, de ce que ça signifie cette maison matrice, de quelles en sont les conséquences, de comment est-ce qu'elle s'est démantelée à travers le temps et de comment est-ce qu'aujourd'hui ça pèse encore de tout son poids sur nos parentalités, sur, notre, façon de voir le monde, sur le care. Parce qu'évidemment, moi je suis doula, je parle du postpartum, mais on pourrait parler de la maladie, on pourrait parler du Oui, handicap, on pourrait parler de la mort. Enfin je veux bien dire, sûr. c'est toutes Des ces passages notions de vie, ouais. fondamentales et puis aussi d'avoir une réflexion globale sur, l'humanité. Enfin genre, qu'il me semble, en tout cas, d'après certains travaux anthropologiques, qu'au départ, on était sur des sociétés basées sur le care, sur un certain égalitarisme et Mmh. puis qu'aujourd'hui, on est sur une société fondée sur le capitalisme et donc sur, les inégalités et ça pose aussi des questions sur, ces régimes-là, sur, Mmh. des questions très vastes en termes de politique et même d'économie. Bien sûr, bien sûr. Célia, à quand le livre? C'est, une grande question. En fait, Non, mais c'est vrai, enfin, je t'écoute et on est nombreuses, en tout cas, sur la toile aussi, à se dire, mais à quand aussi ce livre, un support comme un autre d'ailleurs. Mais en tout cas, merci pour ce que tu as pu véhiculer qui bien évidemment est juste le sommet de l'iceberg. Ça ne nourrit pas encore toutes les transmissions et tous les savoirs et toutes les recherches que tu as pu avoir sur le sujet. Mais en tout cas, ça sème des graines et je pense que c'est vraiment l'essentiel aussi que l'on souhaite porter aussi au cours de cet échange. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou un point à développer, Célia? hem Je pense qu'on a fait un tour rapide là, je vois pas plus. En tout Ouais, cas, j'essaye d'écrire un livre, enfin je suis dessus. ouais, Voilà, on va voir si j'arrive à trouver un éditeur ouais. et à sortir ce livre, bientôt Oh, pour pouvoir, j'espère de tout cœur. expliquer tout ça. On l'espère, on est nombreuses. Donc pas de points plus en détail. De toute façon, je relayerai les informations parce que effectivement, Célia, tu postes aussi beaucoup de contenus qui sont pertinents et qui viennent aussi nourrir nous aussi notre propre quotidien de jeune maman. Et je pense que c'est important de pouvoir le partager aussi, vraiment parce que c'est du temps, c'est de la recherche, ce que tu fais aussi derrière tout ça. Et c'est souvent un travail de l'ombre qui est peu mis en lumière justement. Et je pense que c'est vraiment important d'aller voir aussi ce que tu proposes et ce que tu mets en œuvre aussi sur les réseaux sociaux, entre autres. Et donc voilà, merci en tout cas Célia pour cet échange et à très vite aussi et hâte de te lire. Merci beaucoup. Merci belle mama pour ton écoute si précieuse et pour ta présence dans cet espace où on ne cesse de s'émerveiller et de se questionner face à ce livre ouvert qu'est le monde, à la fois dans son extériorité et dans son intériorité. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu souhaites ancrer cet épisode qui t'a apporté, porté ou nourri, je te laisse déposer avec le cœur une note sur ta plateforme d'écoute. Souvent ce sont des étoiles. Ou encore commenter l'épisode écouté en description de ce dernier, sur Spotify ou sur YouTube par exemple. Ou encore me laisser un avis Google pour que ma mail et les récits et savoirs transmis par les femmes qui passent derrière mon micro rayonnent encore et encore. Enfin, si ton esprit de curiosité est toujours en éveil après cet épisode, tu peux aller découvrir ma boutique artisanale en ligne sur mamel.fr, où tu pourras voyager à travers les femmes et mères du monde que je crée et représente en bougies de cire végétale. Tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des rituels, des mots pensés et des différentes découvertes venues d'ici et d'ailleurs qui résonnent dans nos cœurs de Mama du Monde et que j'ai bien évidemment à cœur de vous partager chaque mois. Voilà, belle Mama, cet épisode est terminé. Je te laisse doucement revenir à ta réalité, à ton quotidien et surtout, Mama, n'oublie pas, ta maternité comme ta féminité est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.